Donc bonjour à tous. Donc ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas quand ça sortira, invité de marque. Alors c'est la deuxième fois qu'on se retrouve sur cette chaîne, me semble-t-il. Donc Nicolas d'Artopolis. Eh bien bonjour à tous, c'est un plaisir de revenir discuter avec toi Romain du coup. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça et ça faisait longtemps qu'on devait le faire. Donc c'est trop cool de le faire. Ah oui, on voulait le faire. Et donc aujourd'hui on a décidé de parler de Rob Zombie ensemble. Ouais, tout à fait. Il me semble que tu as découvert ou redécouvert assez récemment, mine de rien, le réalisateur. Alors oui, en fait, Rob Zombie, j'ai découvert le film, j'ai découvert le réalisateur par le remake d'Halloween dont tu m'avais parlé. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé quand même le remake. Et en fait cet été, je me suis fait quelques-uns de ces films. Il me reste que 2 à voir là, donc j'ai pas tout vu, mais c'est pas grave. Tu pourras en parler du coup sans forcément spoiler, je pense. Et c'est lesquels qui te manquent au passage, juste par curiosité? Il me manque 31 et Halloween 2 que j'ai presque fini du coup parce que je regardais là. Et c'est tout. Vraiment. Il y a peut-être le dessin animé aussi. Ah, elle Outed World of Super Bisto, qui est très très bien aussi. Là, il paraît qu'il est cool, donc moi ça m'intéresserait. C'est sur l'univers en plus qu'il avait développé là, donc ouais, je veux bien voir. Donc ouais, Rob Zombie, c'est un réalisateur que j'ai découvert cette année, quoi. Enfin, en fait, c'est un réalisateur dont j'avais entendu parler très souvent parce que il avait l'air d'avoir une certaine renommée quand même. Il faut pas se le cacher. Ouais. Malgré une pente descendante, il faudra qu'on en parle ça au fur et à mesure de ses films. Qui n'est pas une pente descendante qualitative, mais en termes de succès, malheureusement. C'est malheureusement ça, oui. Mais c'est un réalisateur assez couillu quand même, qui a fait des remakes de Halloween quand même. Faut se le dire, il a remaké Halloween. Et déjà, rien que... on n'est peut-être pas obligé de parler des films dans l'ordre, d'ailleurs, on peut parler un peu en désordre comme ça. Bien sûr, comme ça nous vient aussi, hein, ça peut aussi être ça, totalement. Ouais, et moi, je propose de commencer par... Bon, déjà, voilà, j'aime beaucoup le réalisateur. C'est un chanteur, déjà, de base, de métal. Enfin, c'est plus du métal un peu carnavalesque, c'est plus de l'industriel, en fait. Et ça reste assez symphonique en plus, c'est pas un métal, c'est pas ouais, c'est un mélange d'indus et de symphonique en effet. Hein. Ouais. Et moi, c'est vrai que je l'avais découvert même musicalement, mais sans le savoir que j'avais contact avec lui, c'est dans Matrix, dans une des séquences de la boîte de nuit où il y avait donc Dracula que j'avais. Mais je savais pas que c'était Rob Zombie encore à l'époque en fait. J'avais vraiment kiffé musicalement parce que je trouve qu'il y avait une vraie cohérence entre la séquence dans cette boîte de nuit avec le fond musical. Oui. Et c'est par là que j'avais découvert dans un premier temps. Et après, j'ai découvert ses clips aussi, qui étaient déjà cinématographiquement extrêmement chargés, qui citaient l'expressionnisme allemand. Il y avait du Murnau, il y avait du Robert Wiene, et tout était mixé là-dedans. Donc ça, il y avait un vrai amour du cinéma à l'origine aussi qui était là. Et puis cinéma très fabriqué en fait, très carnavalesque. Et c'est pas pour rien puisqu'il me semble qu'il est fils d'une troupe de cirque. Oui, tout à fait, oui. Il a grandi dans le Freaks, donc ça c'est intéressant aussi. Et ce qui d'ailleurs justifie beaucoup son amour pour des gens comme Toby Hooper, par exemple, qui ont le même genre de délire sur le carnaval, et notamment Massacre à la tronçonneuse 2. Je pense que Massacre à la tronçonneuse 2 est certainement l'œuvre qui a le plus inspiré Rob Zombie pour la quasi-totalité de ses films. J'ai pas vu le deuxième, mais il paraît qu'il est en dessous, mais il a l'air très intéressant en fait comme film. C'est un film complètement dingue, si tu le vois, tu comprends tout Rob Zombie en fait, esthétiquement en tout cas. Ah oui, mais déjà rien que l'affiche, elle donne un peu ce côté cynique. Mais de toute façon, il y avait déjà, tu sais, il y avait Alexandre Aja qui disait dans Vidéo Club il y a pas longtemps qu'il y avait quand même un côté humour cynique dans le premier Massacre à la tronçonneuse qui est quand même présent, je trouve. Ah ben on est à la limite, on est à la frontière, on est toujours à la lisière de la comédie, sauf que je trouve que dans le premier Massacre à la tronçonneuse, la comédie était quand même assez discrète, et puis c'est très austère. Voilà, et c'était quand même supplanté par l'horreur assez froide, assez... Et Massacre à la tronçonneuse, tu sens que c'est vraiment il a récupéré ça parce que c'était la Canon qui avait récupéré la franchise pour en faire une suite et capitaliser dessus. Et Tobe Hooper s'était dit faut que je le récupère grossièrement parce que j'ai pas envie qu'on fasse n'importe quoi. Et il en a fait une pure comédie grand guignol, et c'est pour ça que c'est génial. Et là pour le coup en assumant pleinement le côté humoristique avec Tom Savini aux effets spéciaux, enfin c'était la folie quoi. Et le film est... Tom Savini, c'est parfait ça. Ah mais non, c'est de la folie ce film. Donc voilà. Et du coup, influence de Tobe Hooper qui est... moi, même sans avoir vu le deuxième, en fait... Oui.
elle est quand même palpable cette influence. On en parlera au fur et à mesure, mais elle est quand même très palpable. Tout à fait, ouais. Bah, rien que dans Halloween, le remake, alors Halloween, le remake, il me semble il a fait pas mal scandale à l'époque parce que il me semble qu'il s'était un peu pris la tête avec John Carpenter. Et puis avec les Weinstein aussi, beaucoup, mais c'est autre chose. Ah bah oui, en plus il y a Weinstein derrière. Et ce qui est totalement paradoxal d'ailleurs de se dire que les Weinstein s'intéressent à... Parce que les Weinstein, il faut le dire, à côté de ce qui s'est passé récemment avec Harvey Weinstein, ils étaient très 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 mal réputés en tant que producteurs, Ouais. parce qu'il y avait un caractère assez insupportable. Ouais. Et c'est totalement paradoxal qu'ils s'intéressent à une série B, quoi. Enfin, Halloween, c'est un classique absolu, mais ça reste une série B de base. Oui, non, mais c'est vrai que c'est. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles justement par rapport au Weinstein parce que faut le. Alors pour le coup, je sais pas si tu l'as vu parce que c'est une des versions qui est plus difficile à trouver. Rob Zombie s'était engueulé avec les Weinstein à l'époque de la sortie du film et il avait balancé lui-même sur internet une version à lui dans laquelle il y a une séquence de viol qui est absolument ignoble dans la cellule de Michael Myers et qui, alors, voilà, qui est la deuxième version qu'il avait vraiment balancée par dépit après cette dispute avec les Weinstein, donc qui a été visible assez peu de temps. Je sais pas s'il est retrouvable encore. Parce qu'il y avait une souci avec cette séquence de viol qui était absolument horrible où deux gardiens de cellule venaient violer une infirmière dans la cellule de Michael Myers qui restait complètement stoïque en fait devant le viol. Et cette séquence est complètement folle et je pense que c'est une séquence des plus violentes que j'ai vues de ma vie, psychologiquement et visuellement. Et donc ça, je sais pas si elle est trouvable encore maintenant cette version-là, mais c'était vraiment intéressant. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. C'est dommage de l'avoir enlevée parce qu'elle aurait été très intéressante dans le film. Je pense aussi. Moi, je trouve qu'elle. Alors après. Rob Zombie ne renie pas la version cinéma qu'il aime aussi beaucoup, a priori. Oui. Mais les deux sont différentes en tout cas. Voilà, ça a apporté quelque chose de différent. Parce que ce qui est très fort, et tu en as parlé récemment dans une très très bonne vidéo, et c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs le premier, là je suis en train de me faire le deuxième. Déjà le deuxième est très intéressant aussi, on l'évoquera un peu. Oui. Mais ce premier film, ce qui est génial, et ce qui a déplu à John Carpenter justement, parce qu'on en a parlé, c'est qu'il va montrer le visage de Myers. Enfin, il va montrer son enfance, ce qu'il n'y a pas dans le premier Halloween. Et du coup, il en fait une espèce de biopic en fait du personnage de Michael Myers et il le désacralise d'une certaine manière, tout en le sacralisant après. Tout à fait, ouais. Et c'est super fort parce que et bon, alors beaucoup de gens reprochent au film qu'il en fait un bouseux américain de ce Michael Myers enfant, ce qui n'est pas vrai à mes yeux, en fait, c'est pas du tout ça. Ah, mais il est super attachant le personnage en fait, moi je trouve très attachant le personnage de l'enfant. Mais il est très attachant en fait, le jeune Michael Myers c'est super attachant, j'ai même failli avoir des larmes à certains moments parce que ce qui lui arrive personnellement c'est horrible. Ah oui, mais je trouve que Rob Zombie gère extrêmement bien l'enfant Michael Myers et la relation avec sa maman qui est jouée par Sherry Moon aussi. Oui. Et je trouve qu'ils sont extrêmement touchants tous les deux et c'est bien parce qu'il arrive un petit peu comme dans Devil Reject, je pense qu'on en parlera plus tard, à voir de l'empathie pour un monstre à propos, ou en tout cas ce qui va devenir un monstre plus tard, et de créer quand même de l'empathie avec ça. Et je trouve que c'est vachement intéressant, vachement fort et moralement pour le spectateur extrêmement gênant en fait comme posture. Ah bah c'est pas, de toute façon c'est un exercice de, mais le gène parcourt toute sa cinématographie parce qu'en fait c'est un réalisateur du gène. Ouais. C'est un réalisateur de pure horreur d'une certaine manière parce que, alors après, est-ce que Rob Zombie fait du cinéma qui est là pour faire peur d'une manière plutôt roller coaster, on va dire entre guillemets, tu sais un peu le screamer. Bah, non, pas du tout. En fait, c'est une pure horreur ambiance. En témoigne d'ailleurs le remake qui a très peu de jumpscares, qui est très brut. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a pas plu parce qu'en fait, c'est pas le Halloween qu'on connaît du tout. C'est un Halloween qui est moderne, avec les hauts et les bas aussi du cinéma d'horreur moderne. Parce que le film a quand même des défauts, il faut le dire. Il en a. Mais pourtant, il reste quand même pour moi une pierre angulaire de cette cinématographie parce que il y a tout Rob Zombie dedans. Déjà, pourtant c'est le premier film que j'ai découvert de Rob Zombie, mais j'avais déjà conscience d'être en face d'un véritable auteur. Ah mais là oui, c'est tout à fait ça. Il y a des vraies obsessions, des vraies régularités dans son cinéma que tu retrouves dans tous les films. Et c'est vrai que quand toi si t'as découvert Halloween en fait en premier,
Moi j'avais découvert donc Devil Reject et Rob Zombie et Rob Zombie et la maison des 1000 morts avant. Et finalement tu te rends compte quand tu suis vraiment, parce que là pour le coup je l'ai suivi à peu près chronologiquement, Rob Zombie, t'as des vraies obsessions, des vrais trucs qui arrivent extrêmement régulièrement et tu dis bah ouais, ça c'est du Rob Zombie, ça peut pas être autre chose, et c'est pas juste un copier-coller ou une ressucée de mal branlé de par exemple d'Halloween. Là on a vraiment affaire à une vision d'auteur, à un parti pris sur le mythe qu'est Michael Myers. Mais même dans le traitement en fait de Michael Myers, il choisit d'en faire un molosse, une espèce de... moi, tu vois, j'avais pensé à la figure du golem tout à fait. Juif, parce qu'en fait, la seule manière qu'il le réactive, en fait, qui réactive Michael Myers dans sa cellule, c'est parce qu'il l'entend, il est conscient de l'existence de sa sœur. Oui, tout à fait, ouais. Et ça, c'est très fort, parce que le Michael Myers de ce film-là, c'est pas le Michael Myers qui était une entité imperceptible, qui était l'enfant qui avait mué en un monstre presque divin. Et abstrait, oui, quelque chose de très abstrait chez Carpenter. Là, c'est beaucoup moins abstrait pour le coup. C'est beaucoup moins abstrait, c'est moins Lovecraftien, parce que du coup, il y a une forme de traitement à la Lovecraft dans le premier Halloween, ce qu'on évoque très peu, mais pourtant c'est le cas. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'indicible. T'avais évoqué le fait, tu sais, que dans un podcast, que Michael Myers c'est une idée. Oui, c'est un concept, ouais. Pour le coup, je suis totalement d'accord. Ce qui est chez Rob Zombie justement, et c'est juste, quand tu parlais un petit peu des défauts potentiels du film, c'est ce côté un peu parfois bizarre, alors qui est pas forcément incohérent, mais qui crée un truc un peu bizarre, où Michael Myers, on part d'un être humain et il va devenir, parce que quand même la deuxième partie reste un remake un peu plus, je vais dire, alors vraiment entre grosses guillemets, un peu plus classique en termes de structure narrative, on va dire, qui colle formel, beaucoup plus, mais qui, il devient, à une mesure, tu disais justement qu'il le mystifie quand même, il lui redonne cette carrure mythologique dans la deuxième partie, et qui fait qu'on ne sait plus vraiment si Michael Myers est une idée ou si c'est ce petit garçon, et c'est très compliqué en fait moi c'est juste ce petit souci que j'ai avec celui-ci, que j'ai beaucoup moins avec le 2, où justement j'ai l'impression qu'il y a ce personnage à la base qui est très humain, pour lequel on a de l'empathie, et on a une rupture assez nette, où il devient en fait, il redevient un petit peu l'idée qu'on a chez Carpenter, ce monstre abstrait, avec parfois quelques moments où on réactualise un petit peu ce lien avec l'enfance quand même, où on lui redonne quelque part ces petits moments d'humanité. Mais voilà, je trouve que c'est assez bizarre en fait ce traitement-là. Moi j'ai l'impression que il y a quand même, mine de rien, tu disais tout à l'heure qu'il y a quand même un cahier des charges malgré tout, qui fait que ce film-là reste quand même dans des clous. Là où le 2, mais c'est un film complètement dingue et qui sort complètement de tout. Déjà, alors, j'ai parlé un peu de ce que j'ai pu voir temporairement du 2. Oui. Déjà, ça commence comme une espèce de thriller nietzschéen. Ouais. Lynchien, pardon. À mes souhaits. Où en fait, il évoque une espèce... Déjà, ça commence une définition d'un terme psychiatrique, qui est le cheval blanc, en fait, qui est une espèce d'hallucination, si j'ai bien compris. Ouais, il parle de la définition psychanalytique de ce que symbolise le cheval au travers du rêve, notamment dans l'inconscient de l'individu. Ouais. Voilà, c'est ça, dans l'inconscient, qui pourrait rappeler par exemple le licorne de Blade Runner, par exemple. Ouais. Et ce qui est incroyable, alors je sais pas si c'est le cas après, mais dans les premières minutes, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il casse totalement l'image de Michael Myers, il en fait un fantôme. Une sorte de clodo SDF fantôme qui est un peu, ouais, c'est très bizarre. C'est super intéressant. Et alors, j'ai pas encore fini, mais j'adore l'idée de faire de Loomis une espèce d'escroc qui profite d'une situation assez malheureuse pour se faire du fric. Oui, c'est que ce qu'il fait de Loomis, c'est vraiment très intéressant celui-là. Ouais. Ah ouais, mais Loomis, en fait, Loomis de cette saga, elle est géniale, de la nouvelle saga. Je pense vraiment que, en fait, après, j'ai pas vu les suites. J'ai vu que ces films-là de la saga Halloween, donc pour l'instant, j'en ai vu que 3, puisque j'ai pas encore fini l'Halloween 2, mais pour l'instant, ça en fait que 3. Mais après, ces remakes, ils auraient peut-être dû s'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être beaucoup trop fort. Je sais pas encore, j'ai pas encore vu la conclusion, mais il y a quelque chose de fort qui se dégage de ce film. Ah, mais il y a quelque chose d'assez
Alors, il me semble que c'est. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Stephen Moïsakis qui disait ça récemment dans un podcast sur le dernier Halloween qui est sorti de David Gordon Green. Il disait que c'était un film finalement qui. Halloween 2, qui est vraiment typiquement un film malade, un film raté sur pas mal de points, mais si on l'inclut dans la saga Halloween, mais qui, quand tu le sors de ça, quand tu le prends comme un film à part entière, c'est un film qui est complètement malade. Et qui, alors il disait même que, alors, ce que je trouve très intéressant, que c'est vraiment le film qui est le plus l'émanation de la psyché de Rob Zombie, en fait, c'est qui est peut-être le film le plus personnel de Rob Zombie finalement. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas en tout cas. Je continue. Ce qui casse totalement avec le précédent, c'est qu'il est beaucoup plus violent d'ailleurs. Oui, en plus, c'est d'une brutalité absolument phénoménale. Les coups de couteau de Michael Myers, tu les ressens. Ah oui. Et c'est complètement fou. C'est ça que j'adore. En termes de violence, celui-là, il déchire absolument tout. C'est graphique, c'est du giallo sans pour autant jouer sur les couleurs du giallo. Ouais. Parce que c'est très terne, c'est très gris, c'est très sombre. Quoique, tu verras, il y a une séquence, je crois pas que il y a une séquence dans un bar, je sais pas si t'as été jusque là, un bar avec des striptease dedans. Non, pas encore. Donc où pareil, il y a quand même un traitement, sans te révéler ce qui se passe dans la séquence, c'est quand même un traitement des couleurs qui est très gialesque. Donc finalement, où il y a une sorte de rouge extrêmement pétant, parce que c'est la lumière du bar, c'est une sorte de vieux bar miteux de bord de route américaine. Où il y a ce côté un peu peep show avec les stripteaseuses, et il y a une sorte de lumière extrêmement rouge, hyper pétant, flashy, et c'est finalement il y a un côté très giallo pour ça. D'accord, c'est très intéressant. Ça peut nous permettre, à moins que tu aies envie de peut-être rajouter quelque chose sur Halloween 2. Non, c'est juste dire que c'est génial, et que pour moi c'est, je crois, un de mes on se pose toujours la question quels sont tes films préférés. Il est fort probable que Halloween 2 fasse partie de mon top 20 des films que je préfère en fait, malgré tous ses défauts. C'est un film, comme on disait tout à l'heure, j'aime les films malades, j'aime les films qui sont parfois loupés mais qui tentent des trucs que personne d'autre n'oserait tenter, et Halloween 2 pour moi c'est ça, c'est un film qui tente tout, qui ose tout, et puis mais qui est dans ce côté-là hyper rock'n'roll, hyper subversif, hyper agressif, hyper violent, et ça j'adore. Ah mais il perd jamais le nord ce film, et ça c'est génial. Ouais. Et du coup, ça me permet d'envoyer sur un film, donc le Rob Zombie qui m'a relancé cet été, et qui là, pour le coup, est très coloré, justement, embrayé vers un délire coloré totalement dingue. C'est La Maison des Mille Morts. Ah, ça, putain, qu'est-ce que c'est bien aussi. Du coup, c'est un peu malheureux, mais on va en parler un peu. On a un acteur formidable qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Oui, en plus, c'est l'occasion d'en parler, ouais. Alors le nom j'ai oublié, c'est Sid Haig. Oui, Sid Haig, voilà. Qui est un acteur formidable parce qu'en fait c'est il incarne un personnage qui joue qui est en fait assez important dans La Maison des Mille Morts. Donc on va parler de La Maison des Mille Morts, qui est le Captain Spaulding, et là récemment en fait il avait été appelé à l'hôpital. Parce qu'il y avait des problèmes de santé assez importants. Oui, il était malade déjà depuis pas mal de temps. Ouais. Ça se ressentait un peu comme dans le trailer de Free From Hell qui va sortir. Oui. Et du coup, ça fait mal au cœur, mais du coup, c'est vrai que on va en parler de ce personnage parce que quand même, c'est un acteur qui a un rôle impressionnant, quoi. Oui, en plus c'est un acteur qui en plus a une vraie importance, même cinématographique, qui a beaucoup joué dans le cinéma d'exploitation. Moi je me rappelle l'avoir, alors je l'ai découvert, mais sans le découvrir, je l'ai découvert après coup, que c'était lui dans Spider Baby par exemple, qui est un film qui doit être des années 60, avec une sorte de famille complètement dysfonctionnelle et bizarre dans une maison. Je crois que c'était une production William Castle, je veux pas dire de bêtises, mais bon, je pense dans les commentaires rectifieront, mais qui est un film que j'ai trouvé génial quand j'étais assez jeune, que j'ai découvert assez jeune. Et puis après, moi, c'est beaucoup après coup en fait, c'est un acteur que tu as vu beaucoup dans des seconds, voire troisième, voire quatrième rôles de films d'exploitation, et que finalement là, Rob Zombie lui a offert peut-être le rôle de sa vie, en tout cas au sens où c'est certainement pour ce personnage-là qu'on va le retenir en fait, fondamentalement. Parce que... il faut dire en fait qu'il y a en fait, alors pour résumer, le Captain Spaulding, c'est un personnage qui tient une sorte de musée horrifique. Qui est au croisement dans une petite ruelle, dans une petite cafétéria avec d'Amérique profonde perdu dans le désert. C'est un truc totalement cliché, hein, tu sais, du film qui rappelle, donc du coup qui évoque tout de suite le cinéma de Tobe Hooper. Ouais, c'est le côté redneck, enfin culture redneck un peu.
Ouais, c'est ça, très Amérique du Sud. Oui. Enfin, États-Unis du Sud, pardon. Ouais. Et du coup, dès que ça ouvre sur la pub avec le Captain Spaulding, ce qui est fou dans ce film, c'est que dès les premières minutes où il apparaît, le personnage est iconique. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, Mais c'est un personnage qui... Oui, vas-y, pardon. Non, je t'en prie. Je trouve juste, c'était pour dire, c'est un personnage qui est incroyable parce qu'il est particulièrement tragique. Ah oui, c'est un vrai personnage tragique, tout à fait, ouais. Et ça va être renforcé, je pense, dans le... C'est renforcé à travers l'histoire qui va s'étaler de la Maison des Mille Morts jusqu'à Devil Reject, qui est une fausse suite ou une suite... On en parlera après, mais qui est la suite de la Maison des Mille Morts. On va rester sur l'idée que c'est la suite pour l'instant, en tout cas. C'est une suite. Voilà. Ça reste une suite, mais particulière. Voilà, c'est ça. Et donc, alors toi, quel est comment t'as vécu ce film-là? Qu'est-ce que dans sa globalité, en fait, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah, je trouve que c'est un de ses meilleurs. Vraiment, je trouve que c'est un de ses meilleurs. C'est son premier film quand même. Oui. Et c'est fou. Bon, alors, ce qui me plaît beaucoup déjà, c'est que j'évoquais tout à l'heure le fait que Halloween 2 c'était très terne et tout ça. C'est pareil. C'est très terne au début, un peu coloré à certains moments. Mais en fait, ça part d'une espèce de délire de comédie carnavalesque avec un personnage qui est un peu bof, donc qui est le Captain Spaulding, qui est un clown à la retraite, qui est un peu, enfin pas à la retraite, mais qui est un peu au bout de la rue, enfin avec son petit musée des horreurs qui est à la ramasse, parce que tu sais la scène où ils prennent le train fantôme et qu'ils improvisent totalement le truc. C'est assez drôle quand même. Mais tout sachant qu'on voit assez vite qu'il tourne pas rond, parce que la scène d'ouverture, juste après la pub, il y a un braquage dans le truc et il va défoncer la gueule des cambrioleurs quand même. Oui, tout à fait, ouais. Il leur défonce bien la gueule, bien méchamment, avec il sort un gun tout de suite, elle ne s'y attend pas du tout qu'il défonce. Ouais. Ouais, à la limite, ça serait peut-être moins choquant parce qu'on est en Amérique. Je me suis dit, moi, ça m'est moins choqué parce que aussi en Amérique, vous voyez, il y a les armes, tout ça. Donc, c'est un peu la justice par soi-même en Amérique, donc du coup, ça me choquait pas trop. C'est un peu une the middle of nowhere quelque part, on sait pas trop. Donc oui, tu peux te dire qu'ils font leur justice eux-mêmes dans leur truc au fin fond de la cambrousse américaine. Donc, mais là où ça commence à partir un peu en couille, c'est qu'en fait, il y a un groupe de jeunes. Alors, on est un peu dans le traitement des jeunes à la Eli Roth. Oui, alors ça c'est vrai, ça oui. Mais les deux se connaissent, donc je pense qu'ils ont bossé avec Tarantino tous les deux, donc oui, c'est... Oui, je pense aussi. Bah oui, il a bossé avec Tarantino, en effet. Sur les bonnes annonces de Grindhouse aussi, qui est un court-métrage à part entière de Rob Zombie dedans. Oui, tout à fait, avec des nazis, je crois. Des loups-garous, ouais. Ah, des loups-garous, oui, c'est ça. Des loups-garous nazis. Des nazis, ouais. Et du coup, oui. Et du coup, on a des jeunes, donc un peu prépubères, qui arrivent... Ah, donc quoi, qui doivent avoir la vingtaine, si je me souviens bien. Ouais, c'est une bonne vingtaine, début trentenaire quasiment pour un, en tout cas. Et c'est le pur américain trou du cul qu'on peut trouver dans tous les films un peu cyniques, où tu vas avoir un slasher qui va... Enfin, ça va partir en slasher, on va avoir des jeunes qui vont se faire massacrer. Ah, mais alors, ce qui est génial, ouais, c'est que j'étais passionné de films d'horreur. Ouais. Et ça fonctionne vachement bien. Ah mais ça fonctionne très bien, il y a aucun moment tu ressens le cliché en amusant, mais c'est plus amusant que cynique. Le film est pas cynique vis-à-vis de ses personnages. Pas du tout. Il t'amuse, il joue avec tes attentes, mais il est pas cynique. Non, il aime beaucoup ses personnages d'ailleurs, ce film en fait, parce que ce qui est génial et ce qui fait que le Captain Spaulding en fait est assez traître, c'est que quand ils arrivent et qu'ils veulent visiter le fameux musée, tout ça, c'est qu'il y a une sorte de passion de l'horreur qui revient. Ça me fait penser justement à une scène que j'ai vue il y a pas longtemps dans un film exceptionnel, Panique. Alors, oui, la comparaison va être totalement hasardeuse, enfin va paraître comme ça, mais là où je vais l'amener, ça va peut-être être pour certains. J'ai vu Panique à Florida Beach de Joe Dante il y a pas longtemps, et il y a une séquence avec entre John Goodman, qui est un producteur réalisateur de films d'horreur, qui est un peu critiqué, tout ça, qui est un peu mis de côté d'ailleurs, parce que c'est une époque où le cinéma d'horreur commençait à descendre un peu. Ouais. Et il y a une scène géniale où t'as une sorte de passion qui se communique entre deux personnages. Donc ce personnage joué par John Goodman est un jeune garçon qui aime le cinéma d'horreur, où il explique en fait que l'horreur ça vient des partitures rupestres et tout ça.
Et j'ai ressenti la même passion qu'il y a entre la discussion qu'il y a entre Spalding et ces deux jeunes qui adorent le cinéma d'horreur, qui sont comme des enfants dans ce petit musée des horreurs. Oui, qui font en plus le tour des États-Unis. En fait, c'est ça, leur motivation pour se balader en voiture, c'est de faire le tour de l'Amérique, des lieux un peu étranges. C'est pour ça qu'ils tombent sur, sur ce truc-là. Et je sais pas si ma comparaison paraît juste, si, mais c'est ce que j'ai ressenti en fait. Je comprends totalement ta comparaison, je la trouve très bien, parce qu'il y a vraiment ce côté-là où on a de l'empathie et de la sympathie, y compris pour Spalding aussi, et ça, la passion qu'il y a dans ce regard, et puis il se passe quelque chose entre ces deux personnages-là à ce moment-là. En fait, il y a l'impression de, tu vois, des monstres. Spalding, c'est un peu le monstre des films de la... C'est pas la Warner, je crois que tu sais ça, mais les monstres comme Frankenstein et la momie. Donc, soit la Hammer ou d'Universal, où il y a ce côté-là aussi. Oui, Universal, voilà, ou de la Hammer, justement. Et qui sont oubliés, et qui sont là, qui prennent la poussière. Ouais, tout à fait. Avec ce côté et ça, c'est super fort. Ouais. Mais il y a eu toujours ça avec Rob Zombie, on verra au fur et à mesure. Mais il a toujours su reconnecter en fait le spectateur à l'horreur. Toujours, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Parce que on est dans une époque un peu où ce genre-là est maltraité. Oui, ça fait partie des gens qui l'ont bien réactivé. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que vraiment, la maison des morts s'ouvre comme ça me plaisait déjà. Et donc, pour continuer de raconter un peu le truc, c'est qu'en fait, ça va partir en délire de famille dans le style de celle de Massacre à tronçonneuse. De Massacre à tronçonneuse, voilà. Avec l'acteur qui est aussi le deuxième acteur qui est quand même très fétiche chez Rob Zombie, qui est Bill Moseley aussi. Oui. Le personnage d'Otis qui jouait dans Massacre à la tronçonneuse 2, l'un des membres de la famille, d'un des membres de la famille de comment s'appelle-t-il, le Leatherface. Ah d'accord, je sais même pas. Qui était assez jeune à cette époque-là et qui donc joue le grand frère ou le grand frère, oui, de Leatherface. Ah oui, oui. Et là, dans celui-là, il joue le vieux qui est un peu pété dans la famille, c'est ça? Non, c'est celui qui joue Otis, donc le grand avec les cheveux longs. Qui est dans Evil Reject aussi. Ah, mais c'est Otis, d'accord. En fait, il fait vachement jeune, l'acteur. En fait, c'est un acteur je trouve qu'il passe d'un vampire, Bill Moseley. Oui, c'est vrai, on dirait un putain de vampire. Parce que après, en fait, ça va partir en délire. En fait, c'est voilà. Ils vont, en fait, Spalding va parler d'une légende autour d'un docteur d'enfer et il va les emmener dans une petite maison. En fait, ils vont crever. Bon, truc assez habituel dans les films d'horreur. Ils vont crever, je crois, ou tomber en panne. Et ils vont être rapatriés dans une petite maison avec une famille. Bon, il y a la femme de zombie il adore la mettre en valeur dans ses films. Il aime mettre ses fesses en valeur, beaucoup. Ses fesses en valeur, oui. Il aime ses fesses. Mais c'est bien, il le montre, c'est une belle déclaration d'amour, mais il aime ses fesses. Il aime ses fesses, oui. Et je crois qu'elle aime aussi que, voilà, oui, c'est réciproque. Je pense qu'elle le laisse quand même bien faire et qu'il se fait plaisir. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que ça devient un gimmick de réalisation. Ah oui, non mais il y a un nombre de plans sur ses fesses. Dans chaque film, c'est vraiment un leitmotiv dans ces films, c'est les fesses de sa femme. Mais c'est très bien, je trouve. Et moi, ça me fait bien rire parce que en fait, ce qui est fascinant aussi, c'est que il filme pas que ses fesses évidemment. Non. Il iconise à chaque fois sa femme. Oui, et puis ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu regardes La Maison des Mille Morts, bon, pour être parfaitement honnête, elle surjoue beaucoup, elle cabotine beaucoup, mais ça fonctionne avec le climat général du film. Mais je trouve que la carrière de Rob Zombie avançant, elle s'améliore énormément en termes d'acting en fait, et elle arrive avec Halloween ou Halloween 2 à devenir hyper touchante en fait, à vraiment avoir un rôle qui est beaucoup plus profond que simplement l'une des membres d'une famille de tarés par exemple. Et même dans The Evil Reject, je trouve qu'elle est encore, comme le film est plus entre guillemets sérieux et terre à terre, même s'il y a quand même pas mal d'ironie dedans. Elle est vachement plus douée et je sens qu'elle progresse quoi. Je trouve ça assez intéressant et assez agréable en fait de découvrir qu'au-delà du corps qu'elle peut avoir, de la beauté que Rob Zombie essaie de mettre vraiment en valeur à travers sa caméra, elle est très très douée aussi en termes d'acting. Elle est très très douée, oui. Et on parlera d'un autre film où elle est très très douée. Oui, qui est un film voilà, qui est vraiment pour moi c'est vraiment le film sur elle. C'est un film sur elle. C'est typiquement c'est elle quoi. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'en fait je le considère comme le meilleur film de zombie personnellement.
Enfin, c'est une déclaration d'amour qui est absolument merveilleuse, je trouve, le genre de scène. Mais on en parlera tout à l'heure, mais c'est un film magnifique. Et du coup, pour revenir à la maison d'Himmler, donc en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça va partir en délire sectaire, sacrifice, Satanique. un peu à la Lovecraft, hein, oui. Du coup, en fait. Et le film se barde complètement dans le fantastique à la fin. Et la fin, c'est un truc de malade, ça devient Alice au pays des merveilles. Il y a des monstres, il y a des zombies, c'est complètement dingue. Fou. C'est carnavalesque, c'est jouissif, c'est magnifique, c'est beau esthétiquement, c'est très joli, ouais. Fabuleux. Quand il descend dans cette espèce de terrier justement de lapin, c'est magnifique. Et elle est habillée en lapin, puisqu'il y a tout le en plus le lapin, il descend dans un terrier de lapin habillé en lapin, puisqu'ils ont habillé en lapin pour les traquer. Tout à fait, ouais. Donc la fin est absolument géniale, elle est complètement folle. Mais c'est quand elle crie là avec le cri de Munch, du coup ça évoque un peu ça. Tout à fait, oui. Et c'est formidable quand même. Et ça évoque aussi Massacre à la tronçonneuse, du coup, encore une fois. Je pense que c'est son film qui est le plus proche de Massacre à la tronçonneuse en fait. De l'original, oui, The Devil's Reject pour moi est encore plus proche de Massacre à la tronçonneuse 2 parce qu'il y a des plans en fait qui sont. Et notamment ce qui va arriver à un des personnages dans The Devil's Reject, une femme qui va être prise en otage dans un motel, qui se retrouve avec la peau de son copain sur le visage et qui est en chemise, en petite culotte, en chemise. Et ben c'est exactement les mêmes plans qu'on a dans Massacre à la tronçonneuse 2 avec l'héroïne qui se retrouve avec la peau d'un personnage sur le visage et qui se retrouve en chemise à carreaux, en petite culotte. Ah d'accord, je te propose qu'on enchaîne sur Devil's Reject du coup, si ça te dit. Eh ben allons-y. Alors, je t'en prie, qu'en penses-tu toi? Alors tu veux que je commence ou Ah oui, je t'en prie. Alors, c'est une bombe absolue. J'en ai beaucoup entendu parler de ce film, au point que on me l'a spoilé, en fait je connais la fin. D'accord. Mais ça ne m'a pas du tout gêné. Oh, c'est pas grave ça, ouais, c'est vrai. Parce que en fait c'est un film qui est absolument formidable. Alors c'est une suite et une fausse suite en fait, parce que du coup toute la mythologie autour du Docteur d'Enfer on la met de côté. Même si au passage il y a une scène coupée avec Rosario Dawson qui se fait buter par le Docteur Satan, qui est une scène coupée qui devait être à la base dedans mais que Rob Zombie a retiré pour garder le côté plus terre à terre et vraiment extirper tout le fantastique. Ouais. Ah oui, pas d'enfer, mais pourquoi je dis d'enfer? D'enfer c'est dans un autre film, c'est Satan. Oui, bah, Docteur Satan. Ah mais oui, mais d'enfer c'est dans le film avec de parodie de James Bond là de. Ah oui. Merci. Mike Myers, c'est. Et Mike Myers, c'est bien, ça fait Michael Myers, ça passe. Oui. Dans Austin Power, oui tout à fait. Austin Power, voilà, c'est Docteur Satan avec Ah d'accord, il y a une scène en fait où Docteur Satan il le bute, ok. Dans le DVD collector qui était sorti à l'époque, où t'as le fabuleux documentaire 30 jours en enfer, qui est un des meilleurs making-of que j'ai vu de ma vie. Il y a dedans donc cette scène coupée avec donc Rosario Dawson qui est à l'hôpital avec le Docteur Satan et qui se fait arracher la gorge par le Docteur Satan. Wow, alors ça aurait été bien. Donc la scène est très courte, bon. mais il l'a retiré pour garder vraiment le côté réaliste qui voulait quand même poser la patte réaliste sur le film. Il a eu raison d'une certaine manière, parce que ça aurait cassé le film. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec ce film, c'est que ça va se construire autour d'un trio. Oui. Et c'est un western. Oui, et peut-être pour ça que Free From Hell, ça s'appelle comme ça après, oui. Puisque je pense qu'ils vont rester sur le trio. Je sais pas comment. Je sais pas. J'espère vraiment que Free From Hell sera un mélange des deux en fait. Alors a priori, d'ailleurs, ce que j'ai cru voir, comme Sideg était déjà très malade à l'époque, ce qu'on en voit dans la bande-annonce, c'est que le trio change, que Sideg va être là vraiment en parallèle. En tout cas, ce qu'on peut anticiper au vu de la bande-annonce, c'est qu'on va rajouter un troisième personnage qui va s'ajouter à Otis et Baby. Qui est d'ailleurs un des acteurs que Rob Zombie a découvert, enfin en tout cas avec qui il est devenu assez proche récemment, comment s'appelle-t-il, Drake, comment il s'appelle, je ne rappelle plus son prénom, mais qui joue dans 31, William Drake. D'accord, oui, j'ai pas vu 31 encore. Et qui joue dans 31 entre autres, donc je pense à qui c'est lié avec 31 et qui, je pense, a repris le flambeau de Sideg, en tout cas sa dernière partie, vu que son état de santé ne permettait peut-être pas d'avoir un rôle aussi important que dans les deux précédents. D'accord. Parce que là, du coup, Captain Spaulding aussi a un rôle très important aussi, puisqu'il devient le père, en fait. Le père de Otis et de toute façon, c'était déjà le cas, hein, je crois, dans le premier. Oui, mais c'est vrai que c'était moins mis en avant le côté, les relations qu'ils ont entre eux.
Ouais, bah, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est vraiment la caricature du redneck américain parce qu'en fait, il se tape n'importe quoi Oui, et on sait pas on a du mal à entrevoir les relations familiales. Mais du coup, c'est bizarre, mais cette virée en fait dans la violence et dans l'horreur d'une certaine manière parce qu'il y a comme un côté très vigilant, enfin ah oui, oui, très violent, très crasse-bec dans ce Diverge Reject, même s'il est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus réaliste. Oui. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une reconnexion des personnages entre eux, en fait. Et ce qui permet l'inversion des valeurs qui arrive à mi-film, à mi-parcours. Ah oui. Parce que pour le coup, ils sont poursuivis. Donc, pour reprendre le postulat de base, on ne sait pas vraiment quand ça se passe par rapport à la maison des mille morts. Toujours est-il qu'on apprend que cette famille est traquée par un shérif. Alors, ça, c'est le seul lien vraiment explicite qu'on a entre le 1 et le 2. Parce que dans la maison des mille morts, il y a un policier qui est abattu par la famille. Et qui s'avérera être le frère du shérif qui va traquer la famille Firefly. Donc apporter les Firefly, c'est important parce que c'est toute la fascination aussi qu'a Rob Zombie pour les Marx Brothers. Le fait qu'ils aient tous des noms qui sont attribués à des personnages des Marx Brothers, donc Groucho Marx, etc., qu'on retrouve assez régulièrement dedans. D'où le personnage d'Otis, etc. aussi, c'est des trucs qu'on trouve chez les Marx Brothers. Et l'idée, en fait, c'est de dire que le shérif... d'abord va les traquer et on va le voir comme une sorte de redresseur de d'or un petit peu brutal et un peu violent, mais au fur et à mesure il va devenir une vraie figure du mal pour que ça soit plus manichéen. Le shérif devient ce vigilant ultra violent et qui va se mettre à traquer cette famille de tueurs comme des animaux jusqu'à retourner au milieu du film pour dire que voilà, finalement de manière générale quand tu vois un film tu t'identifies, tu vas t'identifier plutôt victime qu'au bourreau logiquement. Et donc les personnages de la famille, donc Otis Baby et Cutter, qui est donc Spaulding, vont devenir les victimes de ce shérif qui va devenir le bourreau. Et donc tu vas être obligé, contraint, forcé de manière extrêmement sadique et perverse à t'identifier à eux. Et là ça devient difficile, psychologiquement. Bah, en fait c'est pas particulièrement pervers puisqu'il y a la fameuse scène des glaces. Ah oui, il y a Tutti Fucking Fruity. Qui est incroyable. Avec les Tutti Frutti, oui. Qui est une séquence incroyable, ouais. Qui est impressionnante, mais en fait... j'en avais parlé il y a pas longtemps, on avait discuté après que j'ai vu le film. Je t'avais dit, ça me fait beaucoup penser à la manière dont est géré les personnages de Bonnie and Clyde dans le film. Tout à fait, oui. D'ailleurs, il reprend carrément les ralentis et la fin pour la fusillade finale qu'il y avait aussi dans le film avec Warren Beatty, parce que tu sais, c'est des arrêts sur image. Oui. Il y a le même système. En fait, il y a la même iconisation des personnages. Bah, je suis d'accord, Bonnie and Clyde, je trouve ça c'est vraiment, s'il y avait 3 films, je pense, qui sont fondateurs pour des inspirations pour Rob Zombie, c'est comme disait Massacre à tronçonneuse 2, c'est Bonnie and Clyde et c'est La Horde sauvage de Peckinpah. Je pense que ces 3 films là, ça résume assez bien ce qu'est The Devil Reject, en fait, un mélange entre ces 3 trucs là et ça fait ce truc extraordinaire, quoi. Je suis totalement d'accord, il y a une sorte d'alchimie qui est absolument géniale et moi je peux qu'encourager les gens à le voir parce qu'en plus ça mélange les genres, c'est super intéressant. Et j'ai très hâte de voir la 3e partie, vraiment, qui va arriver bientôt. Oui. Qui j'espère sortira au cinéma, mais ça m'étonnerait. Il y a peu de... Je pense, The Devil Reject, il me semble, je vais pas te dire, j'ai vérifié, moi, pourquoi j'ai pas vu en salle, il me semble que c'était pas sorti en salle. C'est honteux. Ce qui est dommage. Bon, La Maison des Mille Morts, à la limite, ça se comprend parce que... il a fait le tour des festivals, c'est un truc un peu plus truc de niche, mais je pense qu'avec le succès de La Maison des Mille Morts, il y avait quelque chose à faire pour pouvoir sortir ce genre de film en salle, comme c'est important. Bah oui, carrément. Et du coup, c'est dommage parce que c'est vraiment ce sont vraiment 2 films qui sont très importants pour le cinéma, je pense. Ah oui, oui. Et je suis persuadé que Rob Zombie va inspirer beaucoup de gens avec cette trilogie, parce qu'on n'avait encore vu le 3e volet, mais c'est un traitement qui est original. Enfin, pas original, l'originalité n'existe pas, mais il y a un traitement qui est vraiment particulier, personnel, d'une thématique. Et ça, c'est très fort. Et ça, c'est propre à Rob Zombie, parce que je parlais des ambitions d'auteur, il y en a plein. Ah, mais c'est un vrai, c'est un vrai auteur, ouais. Et du coup, vraiment, c'est un réalisateur passionnant, parce que il est génial. Donc du coup, je propose de passer parce qu'on n'a peut-être pas trop de temps, je propose de passer à Salem. Oui, alors, c'est génial. Alors, Salem, c'est Lord of Salem, oui, t'as raison. Lord of Salem,
qui est mon film préféré de Rob Zombie. D'accord, ok. Carrément, voilà. C'est mon film préféré de Rob Zombie. Parce que musicalement, il y a toute une thématique sur la musique, sur ce qu'elle fait, sur sa puissance évocatrice et de possession aussi du corps. Ouais. Et c'est un film sur le corps aussi. Hein. Ah mais il y a quelque chose du body horror hein, dedans, il y a quelque chose de... C'est du body horror, de toute façon, c'est même presque ridicule à certains moments, mais c'est volontairement ridicule. Enfin, c'est abject, c'est pas abject, c'est grotesque. Ouais, voilà. c'est gros, mais très dérangeant en même temps. C'est-à-dire que tu sais pas si tu dois rire ou si tu dois être gêné, c'est très très bizarre. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est impressionnant. Le film, c'est un des plus beaux visuellement de Rob Zombie. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que c'est produit par Blumhouse, donc c'est quand même intéressant. Oui, c'est étrange. Mais en même temps, bon après c'est un direct to DVD aussi. Hein, c'est la partie Blumhouse c'est la partie immergée de l'iceberg de Blumhouse. C'est des trucs qui sortent en direct to DVD comme Sex Tape de Bernard Rose, des trucs comme ça dont il va pas prendre le risque de les sortir en salle parce que ce serait certainement des fours, mais qui en DVD ont je pense, ont une vie possible auprès des gens comme nous, je pense, qui aiment ce type de cinéma. Mais carrément, parce qu'il y a tout un truc dedans qui est puissant, qui est fort et qui est beau. Je sais pas si j'aurais trop à me dévoiler avec le film, mais en tout cas, c'est une sorte d'icône. En fait, ça parle de la femme avant tout, parce que je pense que c'est ça, la thématique principale. De la femme de manière générale et de l'émancipation de la femme Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il commence avec des figures de sorcières, des sorcières de Salem, très caricaturales, très moche, très grotesque, un peu comme on a l'habitude de le voir dans la mythologie populaire. Oui, dans la Et première au final, scène. il va vers quelque chose de beaucoup plus précis. Mais en plus, il va les embellir au fur et à mesure, dans une certaine mesure, ces femmes, ces sorcières, je fais juste une parenthèse par rapport à ce que tu disais, ça me fait penser à ça par rapport aux sorcières. Il y a un truc qui est toujours important que j'ai tendance à rapprocher. Alors je sais plus qui est-ce qui me disait ça, j'ai un problème. Pardon si je me demande si c'est pas Jus ou si c'est toi, peut-être un des deux, je sais pas, Jus de Melon ou toi, je ne sais plus. Qui me disait que Rob Zombie, je crois que c'est Jus de Melon, c'était un peu le Tarantino de l'horreur, dans la mesure où il y a un petit peu toutes ces, l'idée de prendre et d'amalgamer toutes ces références et de les digérer tellement bien que ça transcende la référence. Et comme on parlait justement des sorcières, il y a aussi l'idée d'aller chercher des acteurs. On parlait de Sidake tout à l'heure, Bill Moseley, l'acteur, je me rappelle absolument plus le nom, qui joue aussi dans Zombie, qui est dans The Devil Reject, qui joue dans le Zombie de Romero et qui joue donc le proxénète Black dans The Devil Reject. Et là on a Dee Wallace notamment qui joue une des sorcières, donc qui est sortie de Hurlement par exemple de Joe Dante, etc. Donc de ramener tous ces acteurs assez anciens, si on veut, qui sont des gloires passées, on va dire, du cinéma d'exploitation, et de les ramener sur le devant de la scène. Et vraiment sur le devant de la scène en tant que vraiment des personnages avec des rôles très importants, et de les sublimer encore une fois par le biais de sa caméra. Et Dee Wallace par exemple, moi je trouve qu'elle a jamais été aussi magnifique, alors que maintenant elle doit avoir entre la 50 et 60 ans. Elle est dans tous ses films, Dee Wallace, quasiment à part les deux premiers, et elle est absolument sublime à son âge. Et il arrive encore une fois à donner des magnifiques rôles à des femmes qui ont des âges beaucoup plus mûrs, et à les rendre totalement sublimes. Voilà, excuse-moi, c'était pour cette parenthèse que j'avais en tête. Non mec, c'est très intéressant parce que je savais même pas. Et du coup, c'est impressionnant parce que je pense que c'est son film somme un peu, parce qu'il y a en 1h40, je crois, ou 50, même peut-être moins, je crois qu'il est très court en fait. Oui, c'est assez court. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tout. Il y a tout ce que moi j'avais vu chez Zombie, et plus encore, quoi. Oui, il y a vraiment c'est le film nec plus ultra de Rob Zombie, il y a tout, quoi, oui. Et c'est plus personnel, c'est plus expérimental, parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais jamais vu dans ce... Mais il y a carrément des plans qui sont pratiquement des pochettes d'albums, et c'est incroyable, quoi. Je pense à tous ces passages, notamment, il y a des passages, notamment je pense à tout le climax à la fin, qui est quasiment une sorte de long clip de métal extrêmement étrange. Oui. Avec ses visuels, avec ce personnage qui chevauche un bouc, ces sortes de types bizarres qui sont habillés en évêque et qui se masturbent. Enfin, c'est très très bizarre. C'est étrange, mais c'est magnifique. Voilà, c'est très très beau. On dirait des tableaux parfois de Bosch, surtout de Bacon aussi. Beaucoup de Francis Bacon il y a dedans, je trouve, visuellement. Ouais, mais carrément, je suis totalement d'accord. Je pense surtout à la créature avec ces espèces de deux tentacules là qui. Oui, aussi. Dans le truc, c'est incroyable. Et la mandragore aussi, enfin c'est pas vraiment une mandragore, mais l'enfant à qui elle donne naissance,
cette espèce de mélange de Cthulhu un peu déformé. Enfin, c'est plutôt incroyable. Ouais. Moi, ça me parle carrément, et du coup, vraiment, c'est un film que je trouve fabuleux. Ah mais c'est incroyable. Émotionnellement, c'est un film incroyable. Et ça, je le dirai en conclusion, mais je pense vraiment que Rob Zombie est un réalisateur important pour le cinéma d'horreur. Ah bah c'est... Mais je vais me permettre, tiens, au passage, comme pour conclure, je vais juste faire une petite parenthèse quand même sur 31, qui est le film que tu n'as pas encore vu. C'est un film que je trouvais intéressant et que je te conseille de voir. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu disais un truc au début que je trouvais intéressant en disant qu'il y avait une baisse sur Rob Zombie, alors notamment du succès public, parce qu'il est moins, finalement, plus il avance dans sa carrière, je pense que moins il est visible, bizarrement. Alors, Louis Formel a l'air d'avoir quand même, mine de rien, une certaine, j'arrive pas à trouver le mot, mais il tourne plutôt bien, la bande-annonce tourne plutôt bien, donc je pense que ça peut avoir un intérêt. Mais voilà, quand on arrive à 31, alors Lords of Salem et 31, c'est des films qui, grossièrement, il y a quand même peu de gens qui les ont vus. Et 31, alors je pense que c'est aussi c'est certainement un des moins bons de Rob Zombie. C'est un film qui est cool, c'est un scénario qu'il avait écrit assez jeune a priori, qu'il a réussi à réaliser par un crowdfunding. Donc c'est un truc qu'il a galéré à monter. Et c'est un film qui est vraiment bien à voir quand on aime Rob Zombie. Quand on aime Rob Zombie, il y a tout le Rob Zombie dedans, mais en un peu moins bien que ce qu'il a fait avant. Mais du moins bien chez Rob Zombie, ça reste du très bien pour tout le reste. Donc il y a des trucs complètement dingues. Alors juste pour vite, on va dire, contextualiser le truc, ça raconte l'histoire d'un groupe pareil, un petit peu comme dans La Maison des Mille Morts. Alors qui sont pas jeunes pour le coup, qui sont beaucoup plus vieux, qui ont une sorte de cirque itinérant, c'est une sorte de un groupe de voyageurs qui se produit dans diverses villes et qui vont se retrouver confrontés, enlevés par des clowns en pleine nuit, donc du 31 octobre, donc le soir d'Halloween, et qui vont se retrouver enfermés dans une sorte de bunker extrêmement étrange et traqués par des tueurs qui vont venir les buter un par un. Et ils vont devoir s'en sortir. D'accord. Et tout ça est géré par une sorte de bande de riches habillés en aristocrates du 17ème. Dont l'un est interprété par Malcolm McDowell, et qui font des paris sur qui va crever. Donc, si tu veux, c'est du American Nightmare comme ça aurait peut-être dû être à l'origine, ou en tout cas la meilleure séquence d'American Nightmare 2 Anarchy, qui est celle de fin où on a séquence avec les riches qui vont parier, c'est les chasses du comte Zaroff, quoi, grossièrement. Et le film est complètement malade en fait. Et c'est un peu comme Halloween 2, mais en moins bien foutu quand même, parce que finalement t'as déjà tout vu un peu partout chez Rob Zombie de ce qu'il y a dans 31. Mais c'est ultra gore. Je pense que Rob Zombie n'a jamais fait aussi gore que 31. Il y a des duels à la tronçonneuse comme dans Massacre à la tronçonneuse 2 où les mecs se foutent sur la gueule à coups de tronçonneuse. Il y a un nain clown nazi, donc rien que ça, je trouve ça génial. Il n'y a aucune limite dans ce qu'il fait. Il y a du cannibalisme, il y a de l'ultra, tout est là. Et il y a surtout, je pense, et je vais terminer là-dessus quand même pour peut-être te donner envie d'y aller. On parle du Joker, donc de Todd Phillips, qui sort dans quelques jours. Il y a peut-être, donc il y a William Drake qui est celui qui va rencontrer, qui va jouer dans Triformel, qui joue certainement l'un des méchants qui aurait été la meilleure, enfin pour moi une des meilleures adaptations du Joker qu'on puisse faire au cinéma. Ah ouais. Et ce personnage là, donc qui est le personnage qui s'appelle, il me semble, alors, il s'appelle comment ce personnage, c'est Fuckhead, je ne sais plus lequel, parce qu'ils ont tous un nom particulier les clowns. Et il y a le clown qui est joué donc par William Drake, qui est un personnage absolument complètement dingue. Et qui, je pense, encore une fois, est la meilleure adaptation du Joker qu'on puisse avoir en fait au cinéma jusqu'à maintenant. Donc j'attends de voir celle de Joaquin Phoenix. Mais là, pour moi, c'est le Joker, quoi. C'est hallucinant. Mais c'est dingue. Et comme temps, en fait, j'ai l'impression que de la manière dont tu en parles, on dirait que le film est génial, quoi. Alors le film est génial, mais c'est le moins bon Rob Zombie. Mais bon, comme je veux dire que tout est génial chez Rob Zombie, celui-là, il est un peu moins génial que les autres. Il est un peu plus. D'accord. Il est un peu plus. Disons que t'as pas d'étonnement quand tu vois le film. T'as déjà tout vu partout chez Rob Zombie déjà, en fait. D'accord, ok. Je vois très bien ce que tu veux dire par là. Mais donc du coup, oui, surpris, oui. Oui, du coup, on va peut-être conclure, je pense, parce que je sais que t'es un peu limité en termes de temps. Là, on va pouvoir. Et du coup, tu veux peut-être faire la conclusion, je sais pas, ou on l'a fait à deux, faisons-la à deux. Tiens, pour conclure, si t'avais un truc à retenir de Rob Zombie et un film que t'avais à retenir et qui pour toi est particulièrement symptomatique de ce qu'est Rob Zombie et m'expliquer pourquoi, comment tu peux, voilà, qu'est-ce que toi tu conclurais sur Rob Zombie de manière simple, c'est ça, c'est revenir à la conclusion. Alors, tout simplement, Rob Zombie c'est un réalisateur qui fait revivre le cinéma d'horreur.
Je ne dis pas que les réalisateurs actuels, comme je sais pas, Ari Aster et plein d'autres, ce sont pas des réalisateurs qui le font revivre, mais lui, il le fait revivre d'une certaine manière, donc qu'on n'a plus vu depuis un bon bout de temps. Parce qu'il arrive à mélanger le grotesque, le sérieux, le dramatique, et en même temps le sublime, le côté dionysiaque, le côté sublime, en fait, épique du cinéma d'horreur. Voilà, le côté grandiose. Ouais. Du cinéma d'horreur. Et s'il y a un film, évidemment, j'en ai parlé il y a quelques minutes, de Rob Zombie que moi je retiendrai toujours, c'est Salem, parce que il y a dans Salem tout ce qu'il devrait y avoir dans le cinéma d'horreur de nos jours, en fait. Ce qu'il y a aussi, hein, d'une certaine manière. Je dis pas que tous les films d'horreur de nos jours devraient ressembler à Rob Zombie, mais devraient savoir retranscrire cette puissance. Et dans Salem, ce n'est pas qu'un film d'horreur, parce que ça va très très loin, et ça... Lord of Salem, il y a tout. Il y a tout le cinéma de Rob Zombie dedans, parce qu'il y a le côté, on parlait de Bosch, il y a le côté très carnavalesque, très exagéré, qui est très proche de l'enfer. Hein. Il a toujours voulu représenter l'enfer de différentes manières dans ses films. Et l'enfer dans ce film-là est très présent, et n'a jamais été autant présent d'ailleurs, parce qu'il y a carrément des séquences hallucinatoires où ils entrent dans des lieux avec des lieux qui n'ont pourtant rien de fantastique de base et qui se transforment en espèce d'antichambre de l'horreur. Ouais. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Lord of Salem, avec Rob Zombie de manière générale, parce que dans tous ces films, il y a toujours un moment où tu vas te dire, mais ce que je vois, je veux le revivre absolument. Voilà, il y a toujours même on n'est jamais satisfait parce qu'on en redemande toujours, en fait, ouais. Du Rob Zombie. Et je dis pas que le cinéma d'horreur devrait ressembler à Rob Zombie, mais c'est bien que Rob Zombie soit là pour rappeler que le cinéma d'horreur, ce n'est pas seulement du cinéma cynique qui a tendance à jouer avec les codes de l'horreur tout en cherchant à dénoncer d'une certaine manière, ce que j'ai jamais compris personnellement. C'est là où j'ai du mal avec La cabane dans les bois, que j'aime bien pourtant, mais je trouve que La cabane dans les bois, par exemple, se joue avec le cinéma d'horreur, mais en même temps se fout de la gueule du cinéma d'horreur, et j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, je comprends, ouais. J'ai le même avis sur Scream et sur... ouais, Scream, alors que j'ai pas vu, mais je pense que ça doit être pareil. Ça me dérange pas qu'on critique le cinéma d'horreur, mais j'ai l'impression que les gens... on avait parlé dans notre podcast précédent, tu sais, quand on parlait du cinéma d'horreur, oui. Les gens, c'est pas de l'élitisme, ce que je veux dire. Ouais. C'est pas, je veux pas paraître pour un con, en fait, un vieux con qui. Je te connais, je sais que tu n'es pas élitiste. Ouais, c'est pas de l'élitisme. Je veux pas être, mais ce que je veux dire, c'est que les gens n'arrivent pas à ne sont peut-être pas encore prêts pour le cinéma d'horreur. Ah oui, je pense. Oui, je parle de manière générale. Soit ils ne sont plus prêts parce que... Alors je pense qu'ils sont... ils sont plus prêts au cinéma d'horreur, en fait. J'entame déjà ce que je voulais conclure aussi par rapport à... Pour enchaîner avec ce que tu disais. Rob Zombie, c'est un mec qui réhabilite ou qui reprend contact avec le cinéma d'horreur, qui dérange, qui est pas agréable, qui fait pas forcément peur, qui est la peur rassurante qu'on peut avoir en ayant un jumpscare au cinéma. Mais plutôt vraiment le cinéma qui va te triturer autre part, qui va pas te faire sursauter, mais qui va te faire de peur de manière plus profonde et qui va te poursuivre en dehors de la salle, parce qu'un jumpscare, encore une fois, ça va te surprendre la seconde où ça te surprend, mais quand tu sors de la salle, bah, t'en as plus rien à foutre, en fait, tu t'en rappelles plus beaucoup. Là il y a quelque chose qui va te poursuivre hors de la salle et qui va t'angoisser hors de la salle, et je pense que Rob Zombie, pour moi, c'est ça, c'est un type qui réinvestit ce cinéma qu'on pouvait avoir chez Argento, chez Romero, ou même dans d'autres genres que l'horreur pure, hein, même si chez Peckinpah par exemple, je pense au Chien de paille, qui est un truc qui pour moi est extrêmement traumatisant. Il réinvestit tous ces trucs là et il reprend contact avec un cinéma d'horreur qui va te triturer, qui va flinguer tes préjugés, tes certitudes et te mettre mal à l'aise, mais de manière toujours extrêmement jouissive, grandiloquente, grandiose, épique aussi. Tu parlais d'épique, c'est ça, la fin de The Devil Reject, c'est un grand moment d'épique. Donc ajouter ce côté jouissif, mais tout en disant que voilà, je te donne du jouissif, mais je vais aussi à côté te faire mal, je vais te faire du bien tout en te faisant du mal. Et ça, je trouve ça merveilleux, extrêmement important, parce que finalement c'est la quintessence de l'horreur. L'horreur, à quoi ça sert et pourquoi c'est nécessaire. C'est thérapeutique. Voilà, c'est extrêmement, voilà, c'est thérapeutique, et pour que ce soit thérapeutique, toute thérapie, bah, elle passe par quelque chose de douloureux, de toute façon. Il faut que une thérapie psychologique, il faut que ça fasse mal à un moment donné.
Et l'exemple récent, c'est Midsommar qui est totalement Ouais. dans cet esprit, quoi. très bien, tout à fait, ouais. Midsommar, c'est, je pense, Qui un des meilleurs exemples de film extrêmement douloureux, mais qui est en même temps extrêmement Ouais. libérateur. Us aussi d'une certaine manière, parce Oui. que je trouve que le film dit des choses qui sont... mais Us passe par autre chose. Mais de toute façon, de manière générale, je trouve que le cinéma d'horreur, ces derniers temps, peut-être sur les 10 dernières années, on va dire, même peut-être avant, est en train de quitter, tu sais, le côté direct to DVD, est en train de revenir Oui, chez nous, dans les salles de cinéma, les salles obscures, est en train de redevenir un genre prestigieux. oui, je pense qu'il y a Et, je pense qu'il y a une considération de la presse qui est un peu différente, alors avec une, peut-être par le biais, alors peut-être dans ce sens-là, peut-être par le biais du cinéma d'auteur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de films d'horreur actuellement qui passent par le, c'est comme un peu comme un cheval de Troie, qui vont utiliser le cinéma d'auteur, en tout cas, ou l'idée en tout cas que la presse se fait du cinéma d'auteur pour pouvoir réinvestir l'horreur. Je pense que dans le cinéma indé de manière générale américain, je pense à des mecs comme Lucky McKee par exemple, qui, bon, ça date déjà un petit peu plus, mais quand tu vois des films comme May, comme The Woman, qui sont des purs films indépendants et qui sont des films qui passent à Sundance en général, bon, tu parlais d'Ari Aster aussi, et qui finalement vont travailler le cinéma d'horreur de manière très très différente de ce que peut faire ce qu'on trouve chez Blumhouse ou ce que produit Stephen Snyder, donc les Conjuring et autres, ou alors qui sont au demeurant très bien. Moi j'aime bien Conjuring, y a pas de souci. Moi aussi. Mais c'est qui vont trancher avec l'idée que le cinéma d'horreur est un ride sur lequel tu vas prendre ton pied comme dans des montagnes russes, mais sur le moment, et qui vont pas forcément te poursuivre à l'extérieur. Et ces films-là qui vont aller creuser plus profondément, sur lesquels tu vas peut-être pas avoir peur au premier degré où tu t'attends à avoir peur comme dans une montagne russe, mais qui vont finalement travailler beaucoup plus profondément et faire que ça dure beaucoup plus longtemps, et que finalement tu vas avoir une peur viscérale, une peur durable, et qui va t'amener à te poser des questions, ce qu'est la nécessité du cinéma d'horreur. Encore une fois, c'est pour ça que ça existe, et c'est peut-être pour ça que c'est le genre le plus important qui soit. Mais bien sûr, mais je suis totalement d'accord. Il faut pas que les gens croient que nous deux, nous sommes en train de creuser un fossé entre une horreur plus intelligente, une horreur plus. Tu parlais de rail, mais on n'est pas là. En fait, c'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on essaie de dire, c'est que le cinéma d'horreur ne se limite pas qu'à la peur physique. Voilà, immédiate et physique, ouais, tout à fait. Elle n'est pas immédiate. Mais, mais la peur immédiate, c'est très cool hein, de temps en temps, quoi. Enfin même bien régulièrement, sûr, c'est très bien aussi. Même les Conjuring, je pense qu'ils vont même plus loin que ça, malgré tout. Oui, je pense que oui, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pris, t'as raison. Mais j'aurais plutôt pensé à récemment des films comme certains films Blumhouse, bien sûr. Même si Blumhouse a fait quand même de très très bons films. Je pense à Sinister, il fallait oser faire Sinister à l'époque. Tout à fait. Que j'ai revu récemment, qui reste quand même un film que j'aime beaucoup. Mais je pense par exemple à... Alors je l'ai pas vu, mais à Serbian Film, qui personnellement peut-être est un peu dans ce que je rejette du cinéma d'horreur. Ah oui, là, pour le coup, moi, c'est un truc que je rate complètement. Là, J'ai pas vu, mais je rejette l'idée même de ce film parce que tout le monde était en train de le pointer comme quelque chose d'absolument choquant. Mais oui, mais c'est quoi le choc? Et c'est ça la véritable question. Parce que le choc, est-ce qu'il faut le problème que j'ai avec certaines personnes qui voient le cinéma d'horreur, il faut que forcément on soit dans l'absolue monstration, dans l'absolu guignolesque. Ouais. Il y a peut-être pas besoin de ça. Rob Zombie, il arrive à le faire. Il arrive à mélanger guignolesque et le cinéma d'horreur beaucoup plus mesuré, on va dire, entre guillemets. Et il est bien plus transgressif que n'importe quel Serbian film qu'on peut voir. Ah bah oui, tout à fait, oui. C'est là où voilà, Serbian Film, pour l'avoir vu, moi je trouve que, pour être parfaitement honnête, pour moi c'est de la merde, c'est un très très mauvais film. C'est-à-dire que c'est un film qui est très bien fabriqué, encore une fois, c'est-à-dire que formellement ça fonctionne, c'est très bien foutu, mais c'est un film excessivement putassier. Contrairement par exemple à un autre film qu'on avait peut-être déjà parlé, qui est le premier Human Centipede, qui est un film complètement Z, construit n'importe comment, c'est pas très joli, c'est pas très bien filmé, c'est pas très bien joué, c'est pas très bien écrit. Mais le fait qu'il y ait finalement peu de monstration, comme tu parlais de monstration, et qu'on joue pas mal sur la suggestion, ça arrive à rendre le film plus malsain et subversif qu'il n'y paraît. Contrairement à Serbian Film qui est dans la monstration continuelle, ou alors qui, même quand il essaie de faire de la suggestion, va pousser extrêmement loin les potards de manière à ce que ça devienne grotesque et qu'ils en retiennent rien. Moi par exemple, prendre ces comme ça, Human Centipede m'a bien plus marqué psychologiquement qu'un Serbian Film par exemple. Ouais, même si pareil, Human Centipede, je suis très il m'intéresse pas trop ces films-là parce qu'en fait Mais je peux comprendre. Hein,
On dirait qu'on est plus dans l'horreur conceptuelle qu'autre chose en fait, et ça c'est... Ah bah Human Centipede est un film extrêmement conceptuel en fait, beaucoup plus que les suites qui sont des délires gore, parfois limite de la comédie dans le troisième. Mais le premier a quelque chose d'extrêmement conceptuel, et pour moi c'est pour ça qu'il fonctionne, c'est parce que c'est plus une idée qu'une image. Et donc l'idée est parfois plus forte que l'image. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je vois ce que tu veux dire, d'accord. Bah écoute, on est parti carrément sur la définition de l'horreur, mais de toute façon c'est normal. Parce que je pense que Rob Zombie, du coup, et pour finir, il en fait partie. Voilà. Et je pense même qu'il l'a redéfini d'une certaine manière tout en prenant sa forme classique. Tout à fait. Il repart du classique pour pouvoir... et c'est typiquement quand il va un peu comme Tarantino, il va revenir aux origines de l'horreur ou du cinéma d'exploitation pour les réactualiser et les transcender, voilà, de manière on va dire dans l'époque contemporaine, on va dire plus récente. Bah c'est carrément ça de toute façon. Donc voilà. Ah bah écoute, j'espère que en tout cas ça aura plu à nos auditeurs, parce que ce fut une longue discussion passionnante. Bah oui. Ce fut une discussion passionnante en effet. C'était un plaisir de parler de ce résident. On voulait en parler depuis un bon bout de temps, et en effet il était passionnant, Rob Zombie, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec Freeform Hell qui arrive bientôt. Donc, bah, pourquoi pas faire un échange sur Freeform Hell quand on l'aura vu. Pourquoi pas faire un échange si ça t'intéresse, une discussion autour de ça peut être intéressant. Et puis carrément, il faudrait, oui. Et de toute façon d'ailleurs on se disait que donc là ça sortira sur ma chaîne, celui-ci, ce podcast-là, mais on va faire un deuxième podcast donc sur la chaîne d'Artopolis, donc il faut absolument tout de suite immédiatement aller s'abonner pour ceux qui n'y sont pas encore, parce que c'est génial et qu'il y a plein de trucs. On apprend des tas de trucs et c'est la quintessence de ce que devrait être une chaîne YouTube, des choses à apprendre, enfin des choses découvrir des choses, pardon. Apprendre c'est un peu découvrir des choses, donc ça c'est, voilà, il faut aller s'abonner tout de suite. Et on fera normalement un podcast sur un film en particulier qui, je pense, nous a touché énormément tous les deux. Et je sais pas si on le spoil maintenant ou si on vous laisse aller découvrir. Oh, on laisse la découverte. On laisse la découverte, on va faire ça. Allez. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta venue et pour cet échange. Merci de m'avoir accueilli en tout cas. Et puis on se donne rendez-vous donc sur ta chaîne en même temps, puisque les deux vidéos, je pense, on se débrouillera pour qu'elles sortent en même temps, comme ça vous pourrez enchaîner les deux, c'est parfait. Et puis bah écoute, à une très prochaine fois sur ta chaîne pour le coup. Et puis merci à toi. Eh oui, à une prochaine. Et puis salut à tous. C'est moi. Salut.